Imaginez un monde où la magie tisse les fils de la réalité, où les légendes prennent vie dans les vallées embrumées, dans les cimes enneigées. Dans ce monde glacé, l'équilibre fragile entre le bien et le mal repose souvent sur les épaules d'un héros inattendu. Dans ce monde gelé, des royaumes anciens s'étendent sous des cieux vastes et changeants, peuplés de créatures mythiques et de peuples aux traditions millénaires. Dans ce monde pétrifié, les dragons, symboles de puissance primordiale, de terreur insondable, ressurgissent des profondeurs du temps, créatures éternelles menaçant de réduire à néant la fragile paix qui maintient ce monde en harmonie. Dans ce cadre épique, où l'aube semble tissée de prophéties, où le crépuscule murmure des échos de batailles oubliées, voilà qu'un héros émerge, portant le poids d'une destinée inscrite dans les étoiles. Ce champion, naviguant entre la lumière et les ténèbres, forge son chemin à travers des choix difficiles et des alliances incertaines. Les anciens écrits murmurent son nom, ils annoncent son rôle dans la bataille ultime contre les forces draconiques qui cherchent à dévorer l'existence même. Mais au-delà des combats épiques et des exploits légendaires, ce monde magique peut être vu comme un miroir qui nous pose des questions. Peut-on véritablement parler de choix libres lorsque les actions semblent prédestinées par des écrits sacrés ? La quête du pouvoir, magique et politique, justifie-t-elle les moyens utilisés pour l'obtenir ? L'exploration de ce monde glacé permet-elle une véritable découverte de soi ou est-elle simplement une quête de distraction ? À travers les yeux du héros, nous sommes invités à réfléchir sur la dualité de la nature humaine, l'ombre et la lumière qui coexistent en chacun de nous. Dans la quête pour sauver le monde des dragons, ce voyage devient une allégorie de notre propre lutte intérieure, une quête pour comprendre ce que signifie véritablement être humain dans un monde empli de magie, de mystères et de défis intemporels. Cover the anger and ravenous rage. Make it a part of your power. Pull them down, let your bloodlust engage. Under your force they will cower. And my voice is my violence. Clear the skies, frozen tears. And no more will be silent. With this avant-garde song in our ears. Skyrim, un jeu vidéo qui nous raconte beaucoup d'histoires. Skyrim, ou Bord de Ciel en français, une région enchâssée dans les vastes terres nordiques de Tamriel, une région où il y a beaucoup de dangers et de problèmes. Des dragons qui reviennent à la vie après des millénaires de silence, une guerre civile entre empires et indépendantistes, une guilde des voleurs qui corrompt la moitié des souverains de la région, la confrérie noire, une guilde d'assassins qui projette d'assassiner l'empereur. Tout va bien. C'est dans ce contexte que nous débarquons en Bord de Ciel, dans la peau de notre héros, l'enfant de dragon, un héros prophétisé qui possède des pouvoirs draconiques, pouvoirs qui lui permettent de projeter sa voix dans un cri et de faire face aux dragons. Son destin est de vaincre les dragons en tuant leur chef, Alduin, le dévoreur de mondes. Dans cette longue quête, l'enfant de dragon est aidé par diverses personnes qu'il rencontre, notamment le Jarl de Blancherive, les Lames, une organisation de chasseurs de dragons, les Grisbarbes qui lui enseignent l'art de la voix, et par Turnax, un gentil dragon, vieux et repenti. Parallèlement à cette quête héroïque, c'est tout un monde qui s'ouvre à l'enfant de dragon. Il peut rejoindre des guildes, rejoindre des communautés, aider les citoyens, devenir Tan, construire sa maison, se marier, arrêter la guerre civile, devenir un chasseur de vampires, devenir un loup-garou, un bandit, un maître de la magie. Ces possibilités sont quasi infinies. L'enfant de dragon forge son identité à travers ses choix, ses alliances, ses croyances, explorant ainsi la construction de soi et la quête de sens dans un monde incertain. À travers son récit épique, Skyrim nous invite à réfléchir sur la liberté, la moralité, le pouvoir, l'identité et la nature même de la réalité. Salut les ananas, c'est Yas. Dans cette vidéo, on va explorer le cœur de ce monde magique et tenter de déceler ce qu'il tente de nous dire. Et à la fin de ce voyage, vous aurez peut-être la réponse à la question « Le parcours de votre enfant de dragon reflète-t-il votre parcours de vie ?» Je vous préviens, on va parfois aller très loin dans les réflexions et les théories, mais après tout, aller toujours plus loin, c'est ça qu'on aime.
Méfiez-vous des loups si vous montez au Haut-Rodgar. J'aime passer du temps dans ces hauteurs. Monter les marches, méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. Dans les vastes étendues de bord de ciel, l'exploration est une métaphore de notre quête de liberté. Les montagnes imposantes, les forêts denses, les ruines antiques ne sont pas simplement des paysages à admirer, ils représentent les innombrables possibilités et chemins que l'individu peut choisir. La liberté, dans ce contexte, représente la capacité de forger son propre destin, de choisir sa propre voie à travers un monde riche en mystères et en défis. Chaque caverne inexplorée, chaque ville fortifiée, chaque sentier de montagne nous invite à sortir des sentiers battus, à découvrir des secrets cachés et à s'affirmer en tant qu'architecte de son propre voyage. Le groupe que je représente s'est installé dans la Souricière, sous la surface de Faillaise. Une taverne appelée la Cruche Percée. Venez me voir quand vous aurez pris votre décision. Nous parlerons de votre futur. La Souricière, un lieu qui incarne parfaitement la liberté d'exploration offerte par le jeu. Située dans les bas-fonds de Faillaise, cette grotte souterraine et labyrinthique, qui sert de repère à la guilde des voleurs, offre un sanctuaire pour les marginaux et les rebelles de tous bords de ciel. En pénétrant dans la Souricière, l'enfant de dragon est immédiatement plongé dans un monde parallèle, où les règles de la surface semblent lointaines et insignifiantes. Les couloirs sombres et sinueux, les conversations chuchotées, les échanges clandestins invitent à une exploration qui dépasse les simples murs de la grotte. Chaque recoin cache des secrets, des personnages intrigants avec leur propre histoire et des quêtes qui défient la morale qu'on connaît. Souvenez-vous de ce type balèze qui nous attaque quand on le croise. Il habite là, il a son petit laboratoire alchimique, sa petite couchette, au calme. On le connaît pas, et le jeu ne nous donne pas d'informations à son sujet. On ne peut que supputer sur les motivations de cet homme qui l'ont conduit à résider dans un endroit pareil. La liberté d'exploration dans la Souricière n'est pas seulement physique, elle est aussi narrative et éthique, permettant aux joueurs de naviguer entre loyauté et trahison, entre ambition et justice, tout en découvrant les multiples facettes de la vie clandestine de Skyrim. Mais l'exploration dans Skyrim va au-delà de la simple découverte de nouveaux lieux. Elle représente une soif de connaissance et une curiosité insatiable pour l'inconnu. Les joueurs sont encouragés à s'aventurer hors des sentiers battus, à s'engager dans des quêtes secondaires et à interagir avec des personnages, chacun apportant une perspective différente sur le monde. Cette exploration est aussi une forme de liberté intellectuelle, où les joueurs sont libres d'interroger et de remettre en question les croyances établies, les traditions et les structures de pouvoir. En confrontant des cultures et des systèmes de pensée différents, Skyrim incite à une réflexion sur la diversité et la complexité du monde. Prenez par exemple Griffe Noire, une vaste et mystérieuse caverne souterraine cachée sous la surface de bord de ciel, que l'enfant de dragon peut découvrir en explorant les ruines de Mzark. L'accès à Griffe Noire n'est pas évident et requiert une exploration attentive de ses ruines. Une fois à l'intérieur, l'enfant de dragon découvre un monde souterrain immense, rempli de dangers, de secrets et de trésors. Cette zone est liée à la quête principale car il faut la traverser pour se rendre dans la salle qui contient le parchemin des anciens. Mais dans ma première partie, j'ai traversé la zone en ligne droite. Je suivais la flèche de la quête, c'est tout. C'est dans mes parties suivantes que je me suis attardé dans cette zone et que j'ai compris la liberté totale que me permettait cet environnement à part, où chaque coin et recoin peuvent offrir de nouvelles découvertes et des défis uniques. Si je ne devais retenir qu'un seul lieu qui symbolise l'exploration dans Skyrim, ça serait Griffe Noire. Le dragon qui apparaît si tu cries sur la grosse lampe, le géant, les centurions, les gemmes, les champignons, les nirnaudes cramoisis, ce ciel intérieur juste merveilleux. Cet endroit représente la profondeur et la richesse de cet univers, où la véritable liberté mène à des expériences et des récompenses imprévues, ce qui encourage les joueurs à sortir des sentiers battus et à embrasser pleinement leur aventure. Ne restez pas là. Je vous ai dit de vous en aller. Les parjures sont dingues, mais nous avons la situation sous contrôle. Ne vous en mêlez pas. Les quêtes non visibles dans Skyrim
offre une dimension supplémentaire à la liberté d'exploration, transformant chaque coin du monde en une potentialité d'aventure cachée. Ces quêtes, non marquées sur la carte et souvent découvertes par hasard, encouragent l'enfant de dragon à explorer attentivement leur environnement et à interagir avec les habitants de Bord de Ciel, que ce soit en entendant des rumeurs dans une taverne, en découvrant un journal oublié dans une maison abandonnée, en suivant des indices gravés sur des pierres anciennes. Ces quêtes secrètes enrichissent l'expérience de jeu en récompensant la curiosité et l'attention aux détails. Elles permettent de plonger plus profondément dans les histoires personnelles des personnages, de dévoiler des trésors cachés et de résoudre des mystères qui auraient pu rester enfouis. Prenez cet exemple. Vous vous baladez dans les vastes terres enneigées de Bord de Ciel. Vous voulez vous reposer pour la nuit et décidez de vous arrêter dans un phare à première vue abandonné. Vous entrez et découvrez le cadavre d'une pauvre femme avec lequel vous trouvez une lettre. Ce qui est inscrit dessus vous pousse à chercher l'origine du meurtre de cette personne et de sa famille qui a vécu dans ce phare. Cette quête est une véritable pépite en matière de narration et mêle à la fois exploration, combat et peur. Oui, peur. Ces chorus sont juste terrifiants. Donc par leur nature non linéaire et imprévisible, les quêtes non visibles offrent des surprises et des découvertes authentiques à ceux qui osent sortir des sentiers battus, rendant l'expérience de Skyrim personnelle et juste unique. Un autre exemple, certainement le plus parlant, c'est la quête des masques de prêtres dragons. Dissimulés dans des sanctuaires anciens et des cryptes oubliées, les masques de prêtres dragons sont des artefacts puissants et rares qui incitent les joueurs à s'aventurer dans les recoins les plus reculés et dangereux de Bord de Ciel. Chaque masque est gardé par un prêtre dragon redoutable, offrant des combats épiques qui récompensent non seulement en puissance, mais aussi en histoire et en mystère. La quête pour collectionner ces masques n'est pas visible, elle est une odyssée personnelle, où la liberté d'exploration se manifeste à travers le défi, la découverte et la conquête de lieux imprégnés de légendes anciennes. En reconstituant ces fragments du passé, l'enfant de dragon découvre non seulement les secrets qui entourent ces prêtres dragons, mais aussi des aperçus profonds sur les anciennes cultures et magies de Bord de Ciel. Cette quête, à la fois épique et introspective, illustre comment la liberté d'exploration dans Skyrim permet aux joueurs de se connecter avec l'histoire et la mythologie du monde, tout en forgeant leur propre légende. Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à Bord de Ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. Dans Skyrim, le destin est omniprésent, ancré dans la figure prophétique de l'enfant de dragon, ce héros élu pour sauver le monde de ces créatures éternelles. Cette prédestination, inscrite dans des écrits anciens et confirmée par des visions, nous pose des questions sur le destin et son influence sur la liberté individuelle. Le joueur, incarnant l'enfant de dragon, doit naviguer entre la réalité d'un destin préordonné et sa propre capacité à faire des choix autonomes au cours de sa partie. Chaque décision, chaque action prise par le joueur représente une exploration de la tension entre la destinée imposée par les prophéties et le libre arbitre. Vous me suivez ? Ça nous invite à réfléchir sur le pouvoir des individus à façonner leur propre destin, même lorsqu'ils sont liés à un rôle prédestiné. Le libre arbitre est lié à cette notion de destin, mais il est aussi défini par les actions et les sacrifices de l'enfant de dragon. Être un héros ne se résume pas à accomplir une prophétie, elle implique aussi de faire face à des choix moraux, de prendre des risques personnels, de se sacrifier pour le bien commun. L'enfant de dragon, malgré son statut prophétique, est confronté à des dilemmes et à des défis qui mettent en lumière la véritable essence de l'héroïsme. Le courage de prendre des décisions difficiles, l'altruisme de protéger les autres, la résilience face à l'adversité. Ainsi, le jeu explore comment l'héroïsme peut être vu comme une quête personnelle de dépassement de soi et de contribution à une cause plus grande que soi-même, qui va plus loin que le simple accomplissement de son destin. La convergence du destin et du libre arbitre dans Skyrim nous offre une réflexion sur la nature du rôle des héros dans l'histoire et la mythologie. Vous n'avez pas encore compris ? Alduin est revenu, comme l'annonçait la prophétie. Le dragon du crépuscule des temps, qui dévore les âmes des morts. Personne n'échappe à son appétit de puissance, ici comme dans l'au-delà. L'affrontement avec Alduin, le dévoreur de mondes, incarne parfaitement la lutte entre le destin et le libre arbitre.
Cette mission est un élément central du destin de l'enfant de dragon, mais comment il atteint cet objectif, c'est au joueur de choisir. Avant d'arriver face à sa némésis, l'enfant de dragon doit parcourir le monde de Bord de Ciel, rassembler des alliés, apprendre des cris de dragon et retrouver un parchemin des anciens. Ce parcours est parsemé de choix moraux et de sacrifices, démontrant que l'héroïsme ne réside pas seulement dans la réalisation de la prophétie, mais dans le courage, la détermination et les actions de ce héros. Tu peux arriver devant Alduin en tant que Tan de toutes les châtelleries de Bord de Ciel. Tu peux aussi arriver devant lui en tant qu'assassin et maître de la guilde des voleurs. Le joueur explore activement la nature de son destin et façonne son propre chemin vers l'héroïsme. Lors de l'affrontement final, l'enfant de dragon doit se rendre en Sovngarde, un plan d'existence où Alduin est vulnérable. Entrer dans Sovngarde est en soi un acte héroïque qui dépasse les limites du monde vivant. Cette quête ultime est un test de bravoure et de sacrifice, où le héros prophétisé doit démontrer sa valeur non seulement par sa force, mais par son leadership et sa capacité à inspirer les autres. Tout de même, des dizaines de drogueurs, 3 dragons dont 2 en même temps, un prêtre dragon... Sincèrement, l'enfant dragon, il aurait pu se dire « nique sa mère, je rentre chez moi ». Mais il y est quand même allé. L'acte d'entrer dans l'au-delà et de combattre aux côtés des plus grands héros nordiques renforce l'idée que le véritable héroïsme n'est pas le simple accomplissement de la destinée prophétique. Chaque acte héroïque de l'enfant de dragon, chaque victoire contre les dragons, chaque aide apportée aux habitants de Bord de Ciel est une affirmation de la capacité humaine à dépasser son destin par la force de sa volonté et de son caractère. Skyrim nous invite à méditer sur la signification du destin et du libre arbitre, montrant que même dans un monde où le destin semble fixé, la véritable grandeur réside dans la manière dont on choisit de vivre et d'agir. Dremyolok. Bonjour, Wundunik. Je suis Parturnax. Souvenez-vous de la quête impliquant Parturnax, notre copain dragon. Parturnax, frère d'Alduin, a choisi de trahir son propre destin en aidant les humains plutôt qu'en les dominant. Lorsque l'enfant de dragon découvre cette histoire, il est confronté à un choix moral délicat. Tuer Parturnax, comme l'exigent les lames, pour les crimes qu'il a commis dans sa jeunesse d'affreux dragons, ou épargner sa vie, en reconnaissance de sa rédemption et de ses enseignements. Ce dilemme moral force le joueur à réfléchir sur la nature du destin. Peut-on échapper à son passé et ses actions antérieures ? Peut-on véritablement se racheter ? L'héroïsme de l'enfant de dragon dans ce contexte est défini par sa capacité à pardonner et à reconnaître qu'un être vivant peut changer, que les choix de conscience d'une vie ne sont pas toujours clairs et linéaires. Imaginez entendre cette histoire encore et encore. Chaque fois, c'est une famille différente qui vous la raconte. Chaque fois, une nouvelle injustice. Le bien et le mal, les gentils et les méchants, la Horde et l'Alliance, les policiers et les voleurs. Tous ces exemples sont explorés de manière nuancée dans Skyrim, invitant les joueurs à naviguer entre les zones grises de la moralité. Contrairement à des récits où les lignes entre le bien et le mal sont clairement définies, Skyrim propose un monde où les choix moraux sont souvent ambigus et les conséquences de ces choix complexes. Les actions de l'enfant de dragon, qu'il s'agisse de voler pour survivre ou de tuer pour protéger, sont constamment remises en question, encourageant une réflexion sur les motivations et les contextes qui définissent ce qui est juste et ce qui est répréhensible. Cette profondeur morale enrichit l'expérience de jeu, transformant chaque décision en une opportunité d'exploration éthique. Si vous intégrez la Légion, vous devrez faire le serment de servir l'Empereur, et de ce fait, tous les citoyens de l'Empire. Voulez-vous vraiment prendre un tel engagement ? La guerre civile entre l'Empire et les Sombrages est un exemple concret des dilemmes moraux omniprésents dans Skyrim. Les Sombrages, menés par Ulfric, se battent pour l'indépendance de Bord de Ciel et la liberté religieuse, tandis que l'Empire cherche à maintenir l'unité et la stabilité dans l'ensemble de Tamriel. Les deux côtés croient fermement en la justesse de leur cause, chacun prétendant défendre des valeurs nobles. L'enfant de dragon doit choisir un camp, mais cette décision n'est pas simple. Soutenir l'Empire signifie accepter des compromis moralement discutables, comme devoir supporter l'emprise du Talmor, une puissance elfique alliée à l'empereur, qui prône des idées et des influences controversées.
Tandis que rejoindre les sombrages peut entraîner des actes de xénophobie et de fanatisme. Les sombrages n'aiment pas beaucoup tout ce qui n'est pas nordique, mais nous nous étalerons sur ce sujet un peu plus tard. Ce conflit souligne la complexité des notions de justice et de liberté, invitant les joueurs à contempler la nature relative du bien et du mal, et à comprendre que les choix moraux sont rarement noirs ou blancs, mais plutôt des nuances de gris. Mais au-delà des grands conflits dans la région, les quêtes annexes et les interactions avec les citoyens de bord de ciel fournissent des exemples tout aussi intimes de cette exploration morale. Aider une personne bloquée sur la route qu'on ne connaît pas et qui a l'air folle, choisir de livrer un criminel en fuite, fermer les yeux sur un trafiquant de skouma rencontré sur la route. L'enfant de dragon est confronté à des dilemmes qui révèlent les vérités humaines derrière les étiquettes simplistes de bien et de mal. Skyrim transforme chaque choix moral en un voyage introspectif, où les joueurs sont encouragés à découvrir leur propre boussole éthique, dans un monde riche en dilemmes et en possibilités. Alors vous travaillez pour eux. Vous croyez pouvoir poser la main sur moi? N'approchez pas, ou vous y perdrez quelques doigts. Vous vous rappelez de la quête de la Rouge-Garde? Au début du jeu, des guerriers Alikir nous accostent à l'entrée de Blancherive et nous demandent si on n'aurait pas vu une Rouge-Garde. Ils nous disent que c'est une criminelle en fuite et qu'elle doit être retrouvée pour être châtiée. Cette Rouge-Garde se trouve bien à Blancherive, elle se cache à la taverne. Lorsqu'on la rencontre, elle nous dit être victime d'une machination et n'avoir rien à se reprocher. Et à partir de ce moment-là, on n'a aucune autre information. Le joueur est plongé dans un dilemme. Croire l'histoire de Saadia, qui se présente comme une victime innocente, luttant pour sa vie, ou écouter les Alikir, qui affirment qu'elle est une traîtresse à leur nation. Cette quête insiste sur l'approximation entre le bien et le mal, où chaque camp a ses propres justifications et motivations. Aider Saadia pourrait être vu comme un acte de compassion et de protection, mais pourrait aussi signifier abriter une criminelle. En choisissant de remettre Saadia aux Alikir ou de la défendre, le joueur doit naviguer à travers des couches de vérité et de tromperie, illustrant comment Skyrim défie les simplifications morales et engage les joueurs dans une réflexion profonde sur la justice et la loyauté. Il y a aussi la quête de l'œil de Magnus à l'Académie des Mages, où c'est un peu plus subtil. L'œil de Magnus, une source de pouvoir immense et dangereux, attire l'avidité et la peur. L'enfant de dragon n'a pas de décision à prendre sur comment gérer ce pouvoir, mais cette série de quêtes au sein de l'Académie met en évidence des questionnements éthiques. Certains personnages cherchent à utiliser l'œil pour des fins personnelles, saupoudrés de causes et de prétextes nobles, tandis que d'autres souhaitent le détruire pour protéger le monde. Le pouvoir est-il intrinsèquement mauvais, ou est-ce son utilisation qui détermine sa moralité ? L'œil de Magnus montre là encore que la distinction entre le bien et le mal, c'est souvent une question de perspective et de contexte. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais de qui s'agit-il? Allez, voyons si vous parvenez à le découvrir. Les interactions avec les diverses guildes de bord de ciel illustrent encore plus cette complexité. Chaque décision influence non seulement le résultat des conflits, mais aussi la perception et la légende de l'enfant de dragon dans l'histoire de Tamriel. Ce réseau de choix et de conséquences souligne la manière dont même les individus prophétisés peuvent façonner leur propre destin, contribuant à une histoire collective plus riche et nuancée. Mais ça, on en avait parlé dans la partie sur le libre arbitre. Par exemple, l'enfant de dragon a la possibilité de rejoindre la confrérie noire en répondant à une invitation et en accomplissant des missions pour ses membres. Chaque contrat d'assassinat pose un dilemme moral, car le joueur doit décider de la vie ou de la mort de divers personnages, non seulement en fonction de l'argent promis, mais aussi des motivations morales et éthiques qui sous-tendent chaque assassinat. Par exemple, certaines cibles peuvent sembler méritantes de leur sort, tandis que d'autres soulèvent des questions sur la justification de cette violence. Ce choix de rejoindre la confrérie noire et de poursuivre ses missions démontre comment les actions perçues comme maléfiques peuvent être rationalisées ou contestées selon les perspectives morales du joueur. Je vous offre mon sang, acceptez, et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche, et vous ne craindrez plus jamais la mort. Dans Skyrim, la dichotomie entre mortalité et immortalité est un sujet vivace, reflétant les aspirations et les craintes humaines les plus profondes. Les mortels, avec leur vie éphémère, se battent pour laisser une trace durable dans le monde, cherchant gloire, richesse ou sagesse.
En contraste, les êtres immortels comme les dragons, les vampires, les divinités des draps incarnent des existences perpétuelles, souvent marquées par une perspective différente sur le temps et l'importance des actions. Les quêtes impliquant la quête de la vie éternelle, telles que celles poursuivies par les mages et les nécromanciens, révèlent une obsession avec cette immortalité illusoire, souvent au prix de sacrifices et de pertes personnelles. Skyrim nous pousse à réfléchir sur la valeur de la mortalité, où chaque moment est précieux précisément parce qu'il est fugace, et à interroger les véritables coûts de la quête de l'immortalité, tant pour l'âme que pour la société. Ils ont dû avoir recours auquel le parchemin des anciens pour le jeter dans les flots du temps. Les dragons, en tant qu'êtres immortels et anciens, symbolisent la puissance et la durabilité de l'immortalité dans Skyrim. Parlons un peu d'Alduin, le dévoreur de mondes. Son retour menace la stabilité de Bord-de-Ciel et réveille les craintes ancestrales des mortels face à une existence immortelle, régie par des créatures qui dominent le monde depuis des âges. Affronter Alduin, qui incarne l'immortalité à travers le cycle de destruction et de renaissance, confronte le joueur à la question de la place des mortels dans un univers dominé par des êtres éternels. Cette confrontation avec les dragons est une méditation sur la condition humaine. Confrontés à des êtres dotés d'une longévité et d'une puissance dépassant l'entendement, les mortels doivent faire face à leur propre fragilité et à la valeur de chaque instant. Skyrim invite à réfléchir sur les implications psychologiques et émotionnelles de l'immortalité. Est-ce un fardeau ou une bénédiction ? Quelles sont les véritables limites de l'expérience humaine face à la perspective d'une existence sans fin ? Je conçois que ce sont de très grandes questions et qu'une réponse sensée est difficilement trouvable. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en Atu-Um, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Aussi, on peut parler des quêtes des Grisbarbes pour maîtriser les cris de dragon. Ces passages du jeu offrent une exploration de la mortalité et de la transcendance. Les cris de dragon confèrent aux joueurs une capacité exceptionnelle, tout en mettant l'accent sur la fragilité de la vie humaine. Chaque cri enseigné est une convergence de connaissances et de pouvoirs anciens, mais leur utilisation rappelle que même avec ses dons extraordinaires, l'enfant de dragon reste un être mortel. Cette recherche de puissance et de savoir peut être vue comme un miroir de la quête humaine pour dépasser les limites de sa propre immortalité, ce qui offre une réflexion sur ce que signifie vivre une vie éphémère dans un monde d'immortels et de légendes. L'enfant de dragon, bien que porteur de l'âme des dragons, reste un être humain, soumis aux limitations et à la fragilité de la condition mortelle. Chaque combat contre ces puissantes créatures est une danse périlleuse entre la vie et la mort, où son courage et sa détermination sont constamment mis à l'épreuve. Les dragons, en revanche, incarnent des forces éternelles et indomptables, des êtres anciens qui renaissent perpétuellement de leurs cendres. Leur immortalité leur confère une perspective distante et souvent arrogante sur le monde des mortels, voyant leur lutte comme éphémère et insignifiante. Ce contraste souligne la tension entre la brève intensité de la vie humaine et la majestueuse éternité des dragons, invitant les joueurs à contempler la nature du courage, du sacrifice et du sens de l'existence, dans un univers où les destins mortels et immortels s'entrelacent dans une danse emmêlée. N'oublions pas aussi les Daedra, ces entités immortelles puissantes qui existent en dehors du flux du temps humain. Leurs actions et motivations sont souvent incompréhensibles pour les mortels. Ces derniers ne sont que des pièces d'un jeu cosmique très vaste pour eux. Mais là encore, nous nous étalerons sur ce sujet un peu plus tard. La magie, c'est pour les faibles, les elfes. Vous les trouverez dans leur académie à Fort d'Hiver. Chacun sa place. Il y a bien Farengar. Même s'il est le mage du Jarl, au moins c'est un nordique. Les problèmes de société ne manquent pas en Bord-de-Ciel. Ils sont explorés à travers les conflits ethniques et culturels entre les différentes races et factions du jeu. L'un des exemples le plus parlant, c'est le conflit entre les Nordiques et les Elfes, représentant une tension historique profonde entre les natifs de Bord-de-Ciel et les étrangers. Les Nordiques, fiers de leur héritage et de leur indépendance, voient souvent les Elfes comme des envahisseurs arrogants, tandis que les Elfes ressentent le mépris et la xénophobie des Nordiques envers leur culture et leur influence. Les Nordiques principalement. Ils n'aiment pas les étrangers et nous n'avons pas le droit d'entrer dans leur ville. Ils ne voient en nous que des voleurs et des vendeurs de skouma. C'est injuste.
Les Nordiques, notamment les habitants de Vendôme, la capitale de la région, manifestent un fort sentiment de méfiance envers les elfes. Les elfes noirs vivent dans le quartier gris, un quartier désigné de manière séparée, et font face à des attitudes discriminatoires de la part des Nordiques, qui les voient comme des étrangers arrogants et condescendants. Ce conflit est particulièrement illustré par les activités des Sombrages, qui prônent la séparation des elfes et des autres races dans la région. Ce conflit reflète les réalités du racisme et de la discrimination, mettant en lumière les préjugés profondément enracinés qui peuvent diviser même au sein d'une communauté qui a l'air unie. L'enfant de dragon est souvent pris au milieu de ces tensions, confronté à des choix difficiles concernant ses allégeances et ses actions. En choisissant de soutenir l'une ou l'autre faction, le joueur explore les implications morales de ses décisions et les conséquences de ses actions sur la dynamique sociale de Bord de Ciel. Ça nous invite à réfléchir sur la manière dont les différences ethniques et culturelles peuvent conduire à des conflits destructeurs, mais aussi sur la possibilité de surmonter ces divisions par le dialogue, la compréhension mutuelle et la coopération. Eh bien, vous voyez cette ruelle oubliée où il faut que nous vivions. Comme on dit, toute la crasse des beaux quartiers se déverse en bas de la pente. Et bonne chance pour obtenir de l'aide auprès des gardes de la ville. J'ai voulu faire venir Ulfric pour lui faire voir notre misère. Mais son illustre majesté n'a pas trouvé le temps. Je me permets de m'arrêter sur deux personnages en particulier. Lorsque l'enfant de dragon arrive pour la première fois à Vendôme, il assiste à une discussion entre deux Nordiques et une elfe noire, en train de subir leurs remarques racistes et discriminatoires. À la fin de leur discussion, on peut discuter avec les deux Nordiques. Et on remarque qu'ils sont en fait assez différents. Nous avons d'abord Rolf, un Nordique totalement haineux de tout ce qui n'est pas comme lui, qui va jusqu'à déambuler le soir dans le quartier gris en proférant des insultes. Il croit notamment que les elfes noirs sont des espions du Talmor, alors que les elfes noirs et le Talmor n'ont pas la même histoire, ni les mêmes codes. On est donc sur une personne qui manque de pédagogie et de discernement. À côté, nous avons Angrenor, qui est également réticent face aux elfes noirs. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de haine dans ses propos, plus de la rancœur. On apprend en dialoguant avec lui qu'il était autrefois soldat, et qu'il a tout perdu lorsqu'un impérial l'a frappé à la poitrine. Par ces simples dialogues, nous avons deux exemples concrets qui empêchent une réconciliation entre les Nordiques et les elfes. La peur de l'inconnu, le manque d'information et de discernement, et la rancœur qui mène à généraliser un problème. Ainsi, Skyrim offre des occasions de remettre en question certains préjugés, en rencontrant des individus de différentes races et en apprenant leur histoire personnelle. Ce qui permet de développer une perspective plus nuancée sur les différentes cultures et sur les raisons sous-jacentes des tensions raciales. On travaille où on peut. Les Nordiques n'aiment pas décharger leurs bateaux, alors on le fait à leur place. Parfois, des marchandises disparaissent. Mais au-delà des elfes, les Khajiits, les Argoniens, et en fait toutes les autres races en dehors des Nordiques et des Impériaux sont traités avec méfiance et souvent discriminés en raison de leur statut d'étrangers, et de leur association avec des activités comme le commerce et la contrebande. Les orques vivent dans leurs forteresses, les Argoniens sur les quais. Les Khajiits sont relégués à des zones marginales de la ville et sont confrontés à la suspicion et à l'hostilité de nombreux Nordiques. Les Bretons ont l'air plus intégrés, mais on ressent quand même une légère tension. À votre avis, et le beau temps et la gentillesse des gens, bien sûr. Sans parler de ma passion pour les dragons et les petites bagarres politiques. Ah, la caractéristique la plus incontestable de ce désert glacial est la quantité astronomique de questions idiotes qu'on me pose régulièrement. Après, attention, je ne dis pas que les Nordiques sont les gros méchants de l'histoire. Il y a des centaines, des milliers d'années d'histoire et de guerre entre ces races qui expliquent ces comportements. Personnellement, je fais au feeling. Regardez ce vendeur de skouma. Je l'aime pas, je le bute. Elle, c'est une espionne pour le Talmor. Bah je la bute. Mais regardez Karjo, Jozargo, Rissaad. Je les adore, c'est mes copains. Bref. En tout cas, ce que je vois, c'est que Skyrim sert non seulement de terrain de jeu fantastique, mais aussi de miroir pour les dilemmes sociaux et moraux contemporains, ce qui permet aux joueurs d'examiner de près les questions de communauté, de diversité et de coexistence pacifique, dans un monde imaginaire assez complexe. Il était temps que Brynjolf m'envoie enfin quelqu'un de valable. Je commençais à penser qu'il tenait une guilde de mendiants. Bon, après avoir parlé des divers problèmes de racisme, il est normal de se pencher maintenant sur le pouvoir et la corruption, qui est un problème de société tout aussi majeur. Ce thème est exploré à travers les multiples factions, individus et artefacts qui façonnent le paysage politique et social du jeu.
L'enfant de dragon se trouve au centre de ces dynamiques, confronté aux tentations du pouvoir et aux conséquences de la corruption qui en découle. L'un des exemples les plus frappants, c'est la Légion impériale alliée au Thalmor. Il représente l'autorité et la puissance de l'Empire dans Skyrim. Le joueur peut choisir de soutenir l'Empire, mais doit également faire face aux compromis moraux et aux abus de pouvoir commis au nom de la stabilité et de l'ordre. Regardez, général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Thalmor sont avec lui. Satanés. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Le Thalmor incarne un aspect complexe et controversé de la politique impériale. Il représente à la fois une puissance étrangère influente et une source de corruption trompeuse au sein de l'Empire. En tant qu'ambassadeur du domaine Admeri qui est une alliance elfique qui cherche à faire croître la puissance et le pouvoir des elfes en Tamriel, ils exercent une pression politique considérable sur l'Empire pour faire respecter leurs idéaux et leurs intérêts, souvent au détriment des traditions et des valeurs locales, comme avec les Nordiques et Talos. Leur influence s'étend à travers des intrigues diplomatiques et des manipulations secrètes visant à affaiblir l'Empire de l'intérieur, en intensifiant les divisions politiques et sociales déjà présentes en bord de ciel. Cette infiltration subtile par le Thalmor nous fait poser des questions sur la loyauté et l'allégeance au sein de l'Empire, et souligne les compromis que les dirigeants et les citoyens doivent parfois faire pour maintenir la paix et la stabilité. C'est le lot des empereurs et de leurs assassins. Oui, je dois mourir, et ce sera par votre main. C'est inéluctable. Regardez Titus Médée II, l'empereur de Tamriel, celui qui a signé la paix avec le Thalmor et qui est à l'origine de ce lobby, entre guillemets, qui est à l'origine de l'interdiction de prier Talos en bord de ciel, qui est à l'origine de la guerre civile en bord de ciel. Vous l'aimez, vous ? Beaucoup de personnages le considèrent comme un traître, veulent le voir mort. En confrontant les joueurs à ces dilemmes politiques, Skyrim nous offre une réflexion critique sur les conséquences de la corruption politique et sur les défis de la souveraineté face aux influences étrangères. Mais les sombrages ne sont pas tout blancs non plus, loin de là. Leur chef, Ulfric, utilise le nationalisme et la fierté culturelle pour mobiliser ses partisans contre l'Empire. Ce conflit illustre comment le désir de pouvoir peut conduire à des divisions profondes au sein d'une société, mettant en danger l'unité et la stabilité. Cette exploration invite à réfléchir sur la nature du pouvoir. Est-il un outil pour le bien commun, ou un outil qui corrompt même les intentions les plus nobles ? D'abord, démontrez que vous savez tourner un mensonge. Trouvez une personne, gagnez sa confiance et menez-la jusqu'à l'autel, au-dessus. Un autre exemple est celui des Daedra, les artefacts... Fils de pute. Les artefacts d'Edric offrent une puissance immense, mais leur acquisition, souvent compromis moralement. L'enfant de dragon peut choisir de rechercher ces artefacts pour en augmenter sa propre puissance, mais il doit alors faire face à des dilemmes moraux très durs. Ces quêtes soulignent les effets pervers du pouvoir sur ceux qui le cherchent, ainsi que sur ceux qui en sont les gardiens. Cette corruption se manifeste à travers leurs offres tentatrices et leurs pactes démoniaques qui promettent pouvoir et gratification, souvent au prix de l'âme et de l'intégrité morale de ceux qui y succombent. Les princes d'Edra manipulent les mortels par le biais de leurs artefacts et de leurs cultes dédiés, exploitant les désirs humains les plus profonds pour leur propre amusement ou leur avantage personnel. Là, les exemples ne manquent pas, mais le plus affreux, à mon sens, c'est la quête liée à Boétia, où, pour obtenir la côte des Bonites, Boétia demande à l'enfant de dragon de sacrifier un de ses compagnons. C'est la seule quête du jeu qui oblige à trahir un de nos proches. La corruption des Daedra dans Skyrim reflète les choix éthiques auxquels les joueurs sont confrontés, les incitant à réfléchir sur la nature de la tentation, du libre arbitre et des sacrifices nécessaires pour atteindre leurs objectifs dans un univers où même les divinités peuvent être séduisantes et dangereuses. L'or, les joyaux, tout a disparu. L'infâme ordure! Je vais le tuer! Mais au-delà des grandes figures politiques et mystiques, ce sont tous les citoyens de bord de ciel qui peuvent être confrontés à la tentation du pouvoir. Chaque guilde présente des exemples de pouvoir et de corruption. Par exemple, la guilde des voleurs, dirigée par Mercer Frey, commence comme une organisation clandestine qui vole pour survivre. Cependant, à mesure que l'enfant de dragon progresse dans la guilde, il découvre que Mercer Frey a corrompu la guilde pour ses propres gains personnels, trahissant les valeurs d'origine de la guilde pour le profit et le pouvoir. Cette série de quêtes expose les dangers de la corruption lorsque le pouvoir est mal utilisé pour des intérêts personnels, au détriment de la loyauté envers ses camarades.
On peut aussi parler de Maven Roncenoir, la gentille madame à la tête du clan Roncenoir. Elle incarne totalement la corruption à Faillaise. Elle utilise son pouvoir financier et politique pour tisser une toile de manipulation et d'intrigue. Sous son emprise, la ville est le théâtre de transactions louches, de pots de vin dissimulés, de complots soigneusement orchestrés qui servent ses intérêts personnels. D'ailleurs, elle devient Tane de la ville si l'enfant de dragon rejoint l'Empire. Ouais merci, mais non merci. Mon amulette d'Arkeï, c'est la source de mes pouvoirs divins, mais c'est aussi un symbole sacré de mon rang. Je l'ai égarée dans les catacombes. J'irai bien la chercher, mais j'ai entendu des bruits par là-bas. Je crains que les morts ne se soient éveillés. Skyrim possède un univers riche, très riche. Il y a tout ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Il y a ce qu'on peut toucher et ce qu'on ne peut pas toucher. Il y a ce qui est physique et ce qui est au-delà du physique. Tout ça est exploré à travers les concepts de réalité parallèle, d'existence divine et de forces cosmiques qui dépassent la compréhension humaine. Dans Skyrim, la métaphysique est tissée dans l'étoffe même de l'univers du jeu, offrant aux joueurs une plongée captivante dans des concepts ésotériques et philosophiques. Cela signifie qu'il reste de l'espoir. Un jour peut-être que leur haine s'évanouira et qu'ils vénéreront de nouveau Auriel. Cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas ressenti une telle joie. Vous avez tout risqué pour obtenir l'arc d'Auriel. Je ne vois pas meilleur champion que vous-même pour le porter. L'un des aspects les plus intrigants, c'est la dualité entre Aedra et Daedra, divinités qui incarnent des forces cosmiques et morales opposées. Les Aedra, souvent perçus comme bienveillants et créateurs, ont sacrifié une partie de leur essence pour façonner le monde de Nirn. Nirn, c'est la planète où se situe l'univers de Skyrim, offrant aux mortels un cadre où prospérer et évoluer. En contraste, les Daedra préfèrent demeurer inaltérés par le monde matériel. Ils préfèrent rester purs entre guillemets, symbolisant ainsi la liberté et le changement incessant. Cette dichotomie reflète la tension éternelle entre ordre et chaos, entre stabilité et transformation. Pour les mortels, naviguer entre ces deux puissances représente une quête constante de sens et d'équilibre. Les Aedra offrent structure et tradition, tandis que les Daedra proposent pouvoir et indépendance, chacun séduisant les âmes mortelles par des promesses distinctes, mais profondément enracinées dans les aspirations humaines. La relation entre Aedra, Daedra et mortels est comme une danse cosmique, une exploration perpétuelle de la nature de la divinité, du libre arbitre et de l'existence elle-même. Le cairn de l'âme a faim. Je ne trouve pas d'autre mot. Il essaie de prendre votre essence vitale comme paiement. Il veut une âme, nous lui donnons une âme. La vôtre. Mais au-delà des divinités, Skyrim explore également des thèmes métaphysiques à travers le concept de l'âme et de l'après-vie. Les âmes des morts peuvent être capturées dans des gemmes et peuvent être utilisées pour enchanter des objets. Ça soulève des questions sur l'essence de l'âme, sa destination après la mort et son interaction avec le monde des vivants. Dans le jeu, les quêtes impliquant des interactions avec les morts plongent les joueurs dans une réflexion philosophique profonde sur la nature de la vie, de la mort et de l'au-delà. Ces quêtes insistent sur le thème de l'immortalité et la persistance de l'esprit au-delà de la mort physique. Elles incitent les joueurs à considérer les frontières entre le monde des vivants et celui des défunts, souvent brouillés par des pratiques nécromantiques et des esprits vengeurs. En rencontrant des fantômes et des revenants, les joueurs sont confrontés à des questions. Quelle est la véritable essence de l'âme? Peut-elle trouver la paix? Quelle est la signification de l'éternité? Ces expériences interactives permettent de s'interroger sur la moralité des actions qui prolongent la souffrance au-delà de la mort et sur les implications éthiques des tentatives pour maîtriser ou apaiser les esprits tourmentés. Skyrim, à travers ses quêtes surnaturelles, devient comme un miroir où se reflètent nos propres préoccupations philosophiques sur le sens de la vie et de la mort. L'œil est de plus en plus instable. Il ne doit pas rester ici, sinon il risque de détruire votre académie et le monde tout entier. Il doit être mis en sécurité. Les agissements d'Ancano prouvent que le monde n'est pas prêt à l'accueillir. La magie est un élément tangible de cette énigme cosmique, un pont entre le visible et l'invisible, entre la réalité matérielle et les forces qui la dépassent pour la façonner.
Elle n'est pas seulement un outil de combat ou de guérison, mais une expérience profonde des mystères de l'univers et de l'âme. La maîtrise des arcanes nécessite une compréhension intime des lois naturelles et surnaturelles, un engagement intellectuel et spirituel qui va au-delà du simple apprentissage des sorts. Les mages, en quête de savoir à l'académie de Fort d'Hiver ou dans les recoins oubliés de Bord de Ciel, incarnent cette dualité entre contrôle et chaos, entre lumière et obscurité. La magie invite à la contemplation des limites du pouvoir humain, questionnant la nature du libre arbitre et de la destinée. Elle symbolise l'aspiration à dépasser les contraintes de l'existence ordinaire, ce qui révèle le potentiel latent en chaque individu et invite à une réflexion sur notre place dans le grand schéma de la création. Ainsi, la magie dans Skyrim est une quête perpétuelle de compréhension et d'harmonie avec les forces invisibles qui gouvernent le monde. Ah, j'ai été inspiré là. Je m'occupe du temple de cette ville. La bénédiction divine de notre déesse a indéniablement fait de Blancherive une ville florissante et prospère. Après tout, c'est bien elle qui fait tomber la pluie sur nos terres et briller le soleil pour la récolte. Et on termine avec la foi. Dans Skyrim, les croyances et les religions occupent une place centrale, reflétant non seulement la diversité culturelle de Tamriel, mais aussi les interrogations philosophiques profondes sur la nature de la foi, du destin et de l'existence. Cette exploration nous fait poser une question. La foi est-elle un guide spirituel vers la vérité et le salut ? Ou est-elle une source de division et de conflit lorsque les croyances entrent en contradiction ? Nous servons la déesse Mara, qui a donné aux mortels le don d'amour, afin qu'ils puissent goûter à l'impression d'éternité. Nombreuses sont ses bénédictions. Aimer permet de connaître la vraie nature des dieux. Les quêtes liées aux religions et aux croyances ne se limitent pas à des actes rituels, elles invitent les joueurs à questionner la nature de la vérité et de la morale. Par exemple, la quête au temple de Mara, le livre d'amour, n'est pas qu'une simple mission d'aventure. Elle explore les dimensions de l'affection, du destin et de la réconciliation spirituelle. Au cœur de cette quête se trouve la tâche de réunir des âmes séparées par les aléas du temps et des conflits, rappelant que l'amour, sous toutes ses formes, possède une force capable de surmonter les plus grands obstacles. En aidant les prêtres de Mara, le joueur devient un instrument de cette force, tissant des liens qui réparent les blessures du passé et du présent. Cette quête est une méditation sur la puissance curative de l'amour, démontrant que même dans un monde ravagé par la guerre et la souffrance, il existe des énergies plus grandes qui peuvent apporter la paix et l'unité. L'aide que vous ne cessez d'apporter à Septimus le rend de plus en plus obsolète. Il m'a bien servi, mais il aura bientôt fait son temps. Les princes d'Edra représentent des divinités plus sombres, offrent des pouvoirs et des bénédictions à ceux qui leur rendent hommage. Là, il n'y a qu'un seul personnage qui me vient à l'esprit, Septimus Signus, un homme un peu dérangé, extrêmement dérangé, qui voue sa vie au culte d'Edra. La foi de Septimus envers eux, en particulier envers Hermaeus Mora, représente une exploration complexe et troublante de la quête de connaissance et de pouvoir. Emprisonné par sa propre obsession, Septimus incarne le savant qui, dans sa soif insatiable de savoir, franchit les frontières de la morale et de la raison. Hermaeus Mora, le prince d'Edric du savoir et des destins oubliés, se présente à lui non seulement comme une source d'illumination, mais aussi comme une entité manipulatrice, qui exploite le désir humain de comprendre les mystères les plus profonds de l'univers. Cette relation symbolise le danger inhérent à la recherche de la vérité absolue, une vérité qui, une fois découverte, peut dévorer l'âme et l'esprit de celui qui la poursuit. À travers Septimus, l'enfant de dragon est confronté à une réflexion sur les limites de la connaissance et le prix de la sagesse. La foi aveugle de Septimus en Hermaeus Mora est à la fois une quête de perfection et une chute tragique, illustrant la dualité entre l'aspiration noble à la connaissance et la corruption potentielle qu'elle engendre. C'est un avertissement poignant sur les périls de s'abandonner sans réserve à des forces supérieures qui promettent illumination, mais ne donnent en retour que la perte. D'ailleurs, petit aparté, vous aviez remarqué que quand l'enfant de dragon est face à Hermaeus Mora et que vous êtes en vue à la troisième personne, il ne regarde pas l'enfant de dragon, il vous regarde vous. C'est ouf, non ? Talos a appris à maîtriser le pouvoir de la voix et l'a utilisé pour unifier la terre des hommes en un grand empire. Les Nordiques conservent aussi leurs propres croyances, comme Shor, le dieu de la guerre et du destin, et bien sûr Talos.
Ces pratiques, ancrées dans l'histoire et la culture de Bord-de-Ciel, soulignent l'importance de la mémoire collective et de l'héritage spirituel. Ces croyances sont profondément enracinées dans la culture nordique et influencent leur manière de voir le monde et d'aborder les défis auxquels ils sont confrontés. La foi des Nordiques envers Talos, particulièrement présente chez les Sombrages, incarne une méditation sur l'identité, la liberté et la résistance. Talos, autrefois Tiber Septime, est vénéré non seulement comme un dieu, mais aussi comme un symbole de la force, de l'unité et de l'indépendance des Nordiques. Cette dévotion est intensément personnelle pour les Sombrages, qui voient en lui le garant de leur tradition et de leurs droits face aux forces impériales et au Talmor. Leur foi en Talos dépasse la simple adoration religieuse, elle est une déclaration de souveraineté culturelle et spirituelle. À travers Talos, les Nordiques revendiquent leur héritage et leur droit à résister contre l'oppression. Cette foi ardente est une source de puissance collective, une flamme qui nourrit leur lutte pour la liberté. En bref, Skyrim offre un terrain fertile pour explorer la diversité et la complexité des croyances humaines et spirituelles. À travers les récits de prêtres, les rituels religieux, les quêtes dédiées aux dieux et aux entités divines, le jeu invite l'enfant de dragon à réfléchir sur la signification de la foi, dans un monde où les forces divines interagissent directement avec les mortels, façonnant ainsi le destin et les choix de chacun. Et voilà, à travers les vastes étendues de Bord-de-Ciel et les profondeurs de ses donjons, Skyrim nous plonge dans un monde où les thèmes les plus fondamentaux de l'existence humaine se mêlent et s'entrelacent. Le destin, omniprésent dans la prophétie de l'enfant de dragon, nous rappelle que nos choix individuels peuvent façonner non seulement notre propre voyage, mais aussi le cours de l'histoire. L'héroïsme, incarné par ceux qui se dressent contre les dragons et les tyrans, nous montre que le courage et la détermination peuvent transcender même les défis les plus insurmontables. Le bien et le mal, souvent flous dans les décisions morales que nous prenons à travers les quêtes et les interactions avec les divinités et les Daedra, nous confrontent à la complexité de nos propres valeurs et de nos motivations. La liberté, l'exploration, symbole sans entrave des montagnes et des vallées de Bord-de-Ciel, et peut-être même le plus grand symbole de Skyrim, nous offre la possibilité de forger notre propre chemin à travers un monde riche en découvertes et en surprises. Skyrim ne se contente pas d'être un jeu vidéo épique, c'est un véritable voyage philosophique à travers les méandres de l'existence humaine et au-delà. Chaque quête, chaque personnage rencontré, chaque décision prise résonne avec des implications plus profondes sur la nature de notre propre réalité. En naviguant dans les paysages grandioses de Bord-de-Ciel et en interagissant avec ces personnages diversifiés, on est confronté à des choix et à des défis qui nous poussent à réfléchir sur nos propres convictions et notre place dans le monde. Ce jeu est une méditation sur les thèmes éternels qui préoccupent l'humanité depuis des siècles. C'est un rappel poignant que notre existence est façonnée par nos actions et nos choix, que chaque chemin que nous empruntons peut influencer non seulement notre destinée personnelle, mais aussi le destin de ceux qui nous entourent. Skyrim nous enseigne que la véritable richesse réside dans l'exploration intérieure autant que dans l'exploration des mondes extérieurs, nous invitant à chercher la vérité, la sagesse et la compassion au-delà des frontières du jeu. Je me permets donc de vous reposer la question que je vous ai posée en début de vidéo. Le parcours de votre enfant de dragon reflète-t-il votre parcours de vie ?